aujourd'hui, on revient sur cette guerre en Iran, ce qui s'y passe, comprendre aussi les dernières interventions, et notamment celle d'Emmanuel Macron, notre porte-avions Charles de Gaulle qui repart vers la Méditerranée. Est-ce dangereux aussi, toutes ces questions qu'on va poser à Alain Juillet. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE, en charge de la mise en place de l'intelligence économique du SGDN, le secrétariat général de la Défense nationale. Et désormais, vous avez votre chaîne YouTube Openbox TV. Alors, eh bien, avant de réagir avec vous, je vais, chers amis, vous rappeler que donc hier, Emmanuel Macron a pris la parole pendant une dizaine de minutes au 4e jour de la guerre au Moyen-Orient. Hein. C'était la première fois qu'il s'adressait aux Français sur ce sujet et il a parlé de plusieurs choses. Un, de la responsabilité première de l'Iran dans ce conflit international et ensuite de ce qu'il déployait dans la région et notamment le Charles de Gaulle envoyé en Méditerranée et les Rafales. Je propose d'écouter ces deux extraits. D'abord, celle de la responsabilité de l'Iran. De tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela, et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, et aucun ne sera regretté. Voilà, l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, puisque il rappelle que c'est donc l'Iran qui a donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Il fait référence à la répression des manifestations de début d'année. Et donc la République islamique d'Iran porte, selon lui, la première responsabilité de cette situation. Bon, il oublie peut-être que ce n'est pas l'Iran qui a déclenché les attaques. Alors, et ensuite, le déploiement du Charles de Gaulle, il faut écouter ça, c'est important, et j'ai vraiment hâte de vous entendre, Alain Juillet, sur le sujet. De tous. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. C'est pourquoi j'ai décidé l'envoi, là aussi, de moyens de défense antiaérienne supplémentaires et d'une frégate française, le Languedoc, qui arrivera au large de Chypre dès ce soir. Nous assurons par ailleurs une coordination étroite avec nos alliés, nos partenaires européens, en premier lieu nos amis grecs, afin que cet effort en Méditerranée orientale soit consolidé par les nations volontaires. Oui, alors pardon, c'est de ma faute, on a mal coupé l'extrait, mais il y avait cette première phrase. J'ai donné l'ordre au porte-avions, je vais vous la citer, j'ai donné l'ordre au porte-avions Charles de Gaulle, à ses moyens aériens et à son escorte de frégates de faire route vers la Méditerranée. Voilà ce qu'il dit juste avant qu'on entende le mot Chypre, c'est dommage. Alors, quelles conséquences, Alain Juillet, d'abord, dans le conflit en général, mais peut-être d'abord sur l'envoi de notre Charles de Gaulle, de notre porte-avions? Je crois que c'est normal, si vous voulez, compte tenu de la situation. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons, comme ça a été rappelé par le président de la République, on a d'un côté des accords de solidarité, d'échanges, d'amitié, d'échanges en point de vue de la défense en particulier, avec un certain nombre de pays du Golfe, comme par exemple le Qatar ou les Émirats. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens-là sont attaqués, nous sommes tenus de leur donner un coup de main, d'après les accords de défense que nous pouvons avoir avec eux. Ça, c'est un point très important. Le deuxième, c'est comme vous savez, il y a énormément de Français, entre les touristes, ceux qui habitent en Israël, à Dubaï ou ailleurs, et puis les touristes, il y a quand même un grand nombre, plusieurs centaines de milliers de Français qui sont là-bas, et évidemment, il faut aussi les protéger. Or, pour les protéger, d'avoir à côté des forces militaires, c'est intéressant. Ça, c'est un point important également. Et puis le troisième, c'est de faire une démonstration de force quand même pour dire qu'on existe. Parce que dans cette affaire-là, les Européens, et nous les Français en particulier, on a été complètement marginalisés.
Il faut bien voir. Nous, on a été, le président l'a dit la première fois, on n'a été même pas mis au courant. Oui. Ça prouve le manque de confiance, d'ailleurs, des Américains et des Israéliens envers les Français, puisque dans le même temps, ils demandaient aux Espagnols la possibilité d'utiliser les bases aériennes espagnoles, si vous voulez, pour poser les avions américains en route vers le Moyen-Orient. On sait qu'en Allemagne, à Ramstein, ça n'a pas arrêté, les avions américains se succédaient sans arrêt, et en France, rien, on n'était pas au courant. Donc, si vous voulez, ça pose un certain nombre de problèmes, et dans ce cadre-là, de réaffirmer qu'on existe, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui. N'y a-t-il pas, malgré tout, même si c'est pas nous qui l'avons provoqué, un risque d'escalade à partir du moment où, je sais pas, notre porte-avions ou nos Rafales ou autres sont touchés? Je pense pas, parce que en réalité, si vous voulez, alors, quelle est la guerre? En réalité, il faut bien le dire, sur le fond, hein, les Iraniens n'attaquent pas les Émirats, n'attaquent pas les pays du Golfe, n'attaquent pas. Non, ils attaquent pas Chypre. Hein. Ils ont attaqué les bases Tout américaines, à fait. les lieux américains, comme des ambassades ou des consulats. Ils tirent avec leurs missiles sur des bases. Donc, ils n'attaquent pas le pays. Hein. Ils disent simplement au pays, nous ne pouvons pas accepter que vous ayez chez vous des bases américaines, c'est-à-dire de bases de gens qui nous attaquent tous les jours. Donc, si vous voulez, le risque dans les pays n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mal perçu par les touristes, hein, par tous les Français qui vous disent « Oh là là, c'est terrible ». Non, quand on entend une détonation, des explosions à plusieurs kilomètres de chez soi et qu'on voit une colonne de fumée, hein, c'est pas la guerre, parce que ça vise exclusivement les bases aériennes. Ceux qui tombent dans les Émirats ou ailleurs, hein, ce qui peut tomber, c'est lorsqu'on fait des tirs antimissiles, les contre-batteries antimissiles, qu'un missile explose en vol parce qu'il a été touché, quand les morceaux retombent, alors là, oui, il peut y avoir des problèmes. C'est le seul risque, si vous voulez. Donc, il est quand même très restreint. D'accord. Il faut, alors, bien sûr, je devrais ajouter quand même, pour ceux qui connaissent un peu les problèmes de missiles, c'est que une des grandes surprises de cette fois-ci, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les missiles iraniens sont beaucoup plus précis qui n'était il y a 8 mois lorsqu'il y a eu la bataille entre les Israéliens et les Iraniens. Et là, il y a plein de questions qu'on se pose, en particulier sur le système de guidage des missiles. Alors, il y a un bruit qui court qui dit que les Iraniens ont remplacé le GPS par le système chinois, ce qui expliquerait la précision des tirs. Oui, en effet. Parce qu'il touche, il faut bien voir, il y a beaucoup, beaucoup de cibles touchées, aussi bien en Israël que là. Alors on n'en parle pas, sauf pour vous remarquerez, on ne parle que des ambassades et des consulats américains, parce que ça se voit. On ne peut pas cacher que quand vous avez une ambassade dans une ville, on voit bien que l'ambassade a été touchée. Mais on ne parle pas des dégâts qu'il y a dans les bases, et on ne parle absolument pas de ce qui se passe en Israël. Or, il touche un certain nombre, indiscutablement, de cibles importantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement où on en est? Est-ce qu'ils peuvent toucher éventuellement en Israël, sur le sol israélien? Sur le plan avec les Israéliens actuellement, et avec les Américains d'ailleurs, c'est un problème maintenant de guerre d'attrition, si vous voulez. Ils ont détruit, les Américains et les Israéliens ont détruit pratiquement tout ce qui était détruisable, pardon. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est les Iraniens ont un certain nombre de missiles. Sur des camions et autres, c'est-à-dire qui peuvent se déplacer, donc très difficile à toucher. Quand vous pensez que l'Iran, c'est un pays qui est 3 fois grand comme la France, aller trouver un camion qui va vous tirer dessus, c'est pas évident. Donc c'est pas simple. C'est un problème très compliqué. Mais donc il y a les Iraniens, on ne sait pas le nombre de missiles qu'ils ont encore. Et donc ils peuvent tirer contre Israël ou contre les bases américaines. Donc ça va durer le temps. La première idée, c'est que ça peut durer, en tout cas, le temps qu'ils épuisent leurs missiles. Chacun épuise ses munitions. Après, ils n'auront plus de moyens. Alors, ça, c'est Par contre, et ça pose un vrai problème, parce que s'ils peuvent tenir plusieurs semaines, les Américains vont avoir un énorme problème dans 4 semaines, un peu moins de 4 semaines maintenant, c'est que selon la loi américaine, on n'en parle pas assez en France, mais selon la loi américaine, le Congrès doit voter la guerre. Si vous voulez, Trump a fait la guerre sans demander à personne. Oui. La loi américaine est formelle. Au bout d'un certain temps, le Congrès doit voter pour dire on la continue ou pas. Or, aujourd'hui, le Congrès américain
entre les démocrates et une partie des républicains qui sont contre cette guerre, le Congrès est contre la guerre. Donc de toute manière, cette guerre, si vous voulez, sur le plan américain, elle risque de devoir s'arrêter dans quelques semaines. Alors, pour les Iraniens, le problème, c'est tenir jusque-là, où ils savent qu'il y aura forcément négociation, puisqu'il ne pourra plus y avoir de guerre. Oui, alors, ça soulève quelques questions, ce que vous nous avez expliqué. En effet, l'histoire des plusieurs semaines, et après, le Congrès doit voter, parce qu'on forcément, on est censé quand même déclencher une guerre avec l'accord de son peuple. Oui. Ça rappelle évidemment l'allocution de Donald Trump qui expliquait que ce conflit pourrait durer finalement quelques semaines justement. Il avait dit 4 Exactement. semaines peut-être. Donc ça correspondrait en effet de toute façon à ce point final devant lequel il est obligé de se présenter au Congrès. Deuxième question, face à cela, on se demande encore ce qui lui passe par la tête, parce que les Américains, on en parlait encore avec Renaud Bochard qui est sur place aux États-Unis, sont majoritairement opposés à ce conflit, sont très pour le America First. Là, on est plutôt à 7 Américains sur 10, que ce soit démocrates ou républicains d'ailleurs, pour une fois, il y a un accord là-dessus. Donc, Donald Trump se met dans une situation particulièrement compliquée pour les midterms, justement. Donc, justement, il a pris un risque. C'est-à-dire une des inconnues de cette affaire. Il a pris un risque extraordinaire parce que il était parti pour gagner les midterms. Oui. Mais les midterms, son argument majeur, c'était de dire « je fais la paix partout pour nous retrouver entre nous aux États-Unis ». Or, qu'est-ce qui se passe? Avec cette guerre qui risque de durer au moins 4 semaines, eh bien, toute l'Amérique dit « mais alors, il ne tient pas ses engagements ». Alors la question, c'est pourquoi il a fait cette guerre maintenant. Alors aux États-Unis, il y a toute une campagne actuellement de gens, parmi les journalistes, qui disent vous avez obéi à une demande, à une demande des Israéliens. Et Netanyahou vous a forcé à faire cette opération. Et ça, il y a beaucoup de gens. Et Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, a presque laissé entendre la dernière fois. Ça oblige hier Trump à dire non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai décidé. Oui. Bien sûr, c'est presque moi qui ai forcé la main à. Exactement. Il est possible. Il a fait une tournure comme ça. Il est possible que ce soit moi qui ai forcé la main aux Israéliens. Voilà comment il a tourné. Je crois que c'est douteux. C'est douteux. Ce que je crois plutôt, si vous voulez, c'est que les Américains et les Israéliens avaient monté la tentative de renversement du pouvoir par la population, vous savez, il y a un mois. Rising Lion, oui. Voilà. On le sait parce que les meneurs étaient équipés d'antennes Starlink, et les antennes fournies par Elon Musk, si vous voulez, ça n'arrive pas comme ça. Oui. Donc, ça n'arrive pas comme ça en Iran, a priori, oui. Exactement. Donc, les meneurs de la révolte, je précise. Il y avait une organisation qui avait été montée pour pas. Bon, elle a échoué sous la répression terrible qui a été faite par les Pasdaran, et par le gouvernement de Khamenei. Bon, elle a échoué et du même coup, tout s'est arrêté. Alors le problème, c'est là où on comprend pas, c'est que c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'ils fassent l'attaque, c'est pas maintenant. Ils auraient fait l'attaque à ce moment-là, en même temps qu'ils faisaient les démonstrations dans la rue, il y avait une chance de renverser le pouvoir. Mais aujourd'hui, quand Trump et d'ailleurs Netanyahou disent « mais vous allez voir, maintenant le peuple va se soulever », c'est pas vrai du tout. Le peuple, il vient de se faire massacrer, ils ont eu entre 15 et 30 000 morts, après les estimations qui varient sur le genre, c'est énorme, si vous voulez. Les malheureux. Encore une fois, on a du mal sur ces chiffres à connaître la vérité, puisque. Exactement, mais de cette manière, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et cette répression sauvage, si vous voulez, c'est clair qu'il y a eu un certain nombre de gens qui étaient des militants qui voulaient faire la révolution, qui ont été tués. À partir de ce moment-là, les gens n'ont plus envie. Et on le voit bien. Entre parenthèses, actuellement, regardez ce qui se passe à l'intérieur du pays. L'Iran ne bouge pas. Ça, c'est très, très important parce que ça veut dire que l'Iran risque, et moi, je fais partie de ceux qui croient qu'à la fin de l'histoire, de toute manière, ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sera un régime fort, ça va être les Pasdaran. Ce qui est sûr, ou alors il faut que les Américains envahissent avec Israël, débarquent en Iran, mais ça, c'est pas possible. Après l'Afghanistan, après l'Irak, les Américains ne veulent pas. La population américaine et le Congrès refuseraient. Oui. Les Israéliens n'ont pas la capacité militaire d'y aller. Donc, de toute manière, on ne peut pas aller sur le sol.
Et sans troupes au sol, moi je prétends que, tel que c'est parti, puisque le peuple ne bouge pas beaucoup, pour les raisons qu'on comprend, malheureusement pour eux, hein, eh bien, ce sera un gouvernement fort qui va remplacer le gouvernement des Mollahs. Hein, le gouvernement fort, évidemment, là-bas, vu l'organisation, c'est les Pasdaran. Alors, vous avez dit plusieurs choses. Donc, d'abord, sur le fait d'envoyer des troupes au sol, Donald Trump l'a envisagé en disant il est possible que j'envoie des troupes au sol. Mais vous l'avez dit, ça n'est pas envisageable et on sait comment fonctionne Donald Trump. Il fait des effets d'annonce. Alors, qu'est-ce qu'il faut piocher? Où est le vrai du faux? C'était la première sujet. Tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai pas pensé à couper l'extrait, sur France Info, figurez-vous, qui attrapait des Iraniens qui fuyaient le pays à la sortie aux frontières, parce que c'est très difficile d'aller dans le pays en tant que journaliste. Donc, ils attrapaient des Iraniens et on entendait des Iraniens expliquer mais maintenant, les choses sont claires. Nous savons que l'Iran tue, que notre régime tue, ça, je pense qu'ils le savaient déjà, mais nous savons qu'Israël et les Américains tuent. Et moi, je trouve que cette perception, on a du mal à l'entendre côté occidental, de se dire les Iraniens, ils n'ont pas envie d'être sauvés par les bombes américaines ou les bombes israéliennes. Mais vous vous rendez compte? Bien sûr. On n'en parle pas. Bien sûr, ils ont fait un coup extraordinaire, une fois de plus. Hein, il y avait un magnifique coup suite du renseignement, c'est l'assassinat, la mort de Khamenei et de pratiquement tout son état-major. Hein. Bon, c'est un coup remarquable sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Sur le plan technique. Mais on ne parle pas à côté des bombardements à côté. Oui. Je vais pas pleurer, mais vous avez, par exemple, il a été dit, ils ont bombardé une école. Il y avait une école juste à côté. Ouais. Mais moi, autant vous dire que les parents des gamins, des petits garçons, des petites filles qui sont fait massacrer comme ça, autant ceux-là, ils sont pas prêts d'approuver les Israéliens ou les Américains. Et Alain Juillet, hier, nous recevions François Asselineau qui rappelait, je pense à juste titre, que les chiites ont un culte du martyr et que donc, finalement, l'ayatollah Khamenei est mort en martyr et que finalement, c'est presque lui rendre service puisqu'il avait déjà un certain âge et qu'on lui avait proposé de plus de partir se mettre à l'abri. Il a dit non, je préfère mourir tel quel. Donc finalement, est-ce que là c'est pas encore une erreur que peuvent faire les Américains, c'est-à-dire, il me semble, comme on a pu le voir en Afghanistan ou ailleurs, c'est de ne pas savoir s'adapter à la culture du pays et finalement bombarder de haut sans prendre en compte une culture qui finalement va sortir renforcée de ces frappes. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Non, mais vous avez tout à fait raison. Alors, les gens, vous avez, et en plus, si vous voulez, il faut bien voir que nous, les Européens et les Américains, mais tous, hein, on ne se rend pas compte, en définitive, de la culture et du fonctionnement de certains pays loin de nous. On croit toujours que les gens sont comme nous. Oui. Alors, il faut savoir que pour les chiites, c'est 10% de la population musulmane dans le monde. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Les chiites, le pape des chiites, c'est qui? C'était l'ayatollah Khamenei. Oui. C'est l'équivalent du pape chez les catholiques. Vous imaginez quand on tue le pape ce qui se passe? On s'en fout. Oui. Oui, et si vous voulez, alors c'est un pape noir, hein, parce qu'il a fait des horreurs, hein, on est bien d'accord, hein, je suis pas en train de vous le défendre. Hein. Bon, je suis en train de vous dire simplement, c'est qu'il faut bien voir que dans cette religion, dans laquelle le martyr est un élément de la religion. Exactement. Même si ça évolue aujourd'hui, dans la modernité, ça évolue un peu. Mais le martyr est un élément important. Leur chef, le pape, est mort en martyr. Ça ne se terminera pas comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que la guerre soit perdue ou gagnée, et à mon avis, il n'y aura pas de guerre gagnée, si vous voulez. Il y a peu de chances, en tout cas, que j'aimerais que ça se termine bien et qu'on ait un gouvernement, je dirais, libéral qui s'installe en Perse. Ce serait formidable pour la Perse, pour les Iraniens, pour tout le monde, hein, pour l'ensemble du Moyen-Orient, pour tout le monde. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. Mais ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que comme c'est un peuple pour qui le martyr est important, hein, il ne faut pas oublier que dans le passé, dans le Moyen-Âge, hein, c'était là où il y avait la secte des assassins, des Assassines, hein, qui tuaient sur ordre de leur chef tout le monde. Moi, je pense que ceux qui ont été responsables de la mort de Khamenei, un certain nombre vont avoir des fatwas que des Iraniens appliqueront tôt ou tard. Oui. Là, c'est clair. Il faut le savoir, ça aussi, si vous voulez, parce qu'on est dans une logique qui n'est pas du tout la nôtre. Mais bien sûr. Pas du tout. Bien sûr. Et puis même, vous le disiez, j'espère que peut-être un meilleur régime arrivera, mais est-ce à nous, aux bombes américaines et israéliennes, de décider
quel est le régime et quel est le sort de ces hommes. Alors je croyais qu'on avait la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'une intrusion étrangère. Surtout c'est quand même drôle dans un pays dans le nôtre dans lequel on nous parle sans arrêt de lutte contre l'ingérence étrangère. Et alors là, c'est assez grossier. Justement, si vous voulez. Alors, notre président, d'ailleurs, avait réagi quand il y a eu l'attaque et qu'il a dit on n'a pas été prévenu, mais c'est un scandale. Oui. C'est vrai que c'est une violation du droit international. Hein. Il l'a rappelé d'ailleurs dans ce discours aussi, sauf qu'il a quand même commencé par dire que l'Iran était le premier responsable. Oui, mais écoutez, bien entendu que l'Iran, depuis des années, a été responsable, ça c'est clair, de plein de choses qu'ils ont faites et personne ne peut dire le contraire. Mais dans cette affaire-là, ils sont en négociation. On sait que dans la négociation, ils étaient d'accord sur le nucléaire. Ils s'étaient mis d'accord pour le nucléaire, pour arrêter, hein, ils s'étaient mis d'accord pour arrêter la production, enfin l'amélioration, si vous voulez, de l'uranium ou l'enrichissement de l'uranium. Ils s'étaient mis d'accord pour évacuer vers un pays étranger leur stock d'uranium enrichi. Donc, de ce côté-là, c'était réglé. Bah oui, alors pourquoi ? Mais parce que c'est à cause des missiles. Parce que les Américains, les Israéliens surtout, ont exigé, suite à ce qui s'était passé avec la dernière guerre entre l'Iran et Israël, ils ont exigé que sur les missiles, ils arrêtent et ils démantèlent leur système de missiles. Et ce qu'on sait, c'est que les Iraniens, il n'en est pas question. On ne peut pas à la fois abandonner le nucléaire, les missiles. Vous voulez nous mettre sans aucune arme face à vous, c'est pas normal. Oui, on donc peut comprendre. Surtout quand à chaque fois on dit la dernière guerre, on parle de la dernière fois. Oui. Voilà. Oui. Bon, mais c'est quand même, comme vous dites, ils étaient en cours de négociation et c'est des négociations qui avaient avancé. Absolument, ils devaient se retrouver la semaine suivante à Oman ou à Genève. Et donc, c'est dans le cas, au milieu d'une rupture de négociation, ils ont fait l'attaque. Alors, on vous dit, oui, mais justement, c'est que chacun préparait. Et c'est vrai qu'on voyait que les Américains renforçaient leurs troupes, leur flotte des deux côtés. Là, on voyait 2 porte-avions. On voyait les avions américains passer à Ramstein. Alors, les avions de chasse passer pour aller vers le Golfe. Donc, on savait que ça se préparait. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, en droit international, c'est inacceptable. Alors nous, on trouve des justifications. La preuve, notre président dit oui, mais c'était la faute au départ de l'Iran. Et c'est vrai. Hein, il a raison. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut bien regarder, c'est pas nous, c'est pas les Occidentaux, c'est le reste du monde. Parce que dans le reste du monde, c'est-à-dire tous les pays qui ne sont pas l'Europe et les États-Unis, hein, et puis l'Australie, dans tous les autres pays, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on a appliqué la loi du plus fort, que c'est inacceptable, qu'on ne respecte pas les droits internationaux, donc on est des tristes cires. Donc si vous voulez, ça ne renforce pas, bien au contraire, l'image des Occidentaux. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, sur le fond, c'est quand même un régime épouvantable sur lequel on est en train de taper, il faut quand même le dire. Hein. Oui, je vous disais qu'on était en cours de négociation, que ces négociations avançaient. Ça me fait penser aux accords d'Abraham qui étaient rompus après le 7 octobre. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des négociations qui arrivent, finalement, elles sautent avec... alors là, l'accord d'Abraham, c'était différent, mais en fait, les négociations sautent toujours. Là, en tout cas, pour ce cas de déclenchement de la guerre, on se demande s'il n'y a pas des velléités aussi de faire sauter ces négociations. C'est la grande question, si vous voulez. Alors derrière... Quand les journalistes américains disent que Trump s'est fait influencer par Netanyahou, on sait que Netanyahou, la doctrine de Netanyahou, on le sait depuis Gaza, hein, et avant même. Hein, de ne pas permettre une normalisation. C'est arriver à constituer le Grand Israël, donc un Israël élargi, et en dominant militairement tous les autres pays. Alors, les Américains, avec les accords d'Abraham, avaient réussi, sur le plan économique, à instaurer une paix au Moyen-Orient intéressante, hein, pour tout le monde. Tout le monde en bénéficiait, à condition, bien sûr, que la paix existe. Alors là, avec les attaques qui ont été faites par les Israéliens tout autour, en particulier sur l'Iran, font que ça a compliqué considérablement les choses, ça c'est clair. Alors, une dernière question. On se demande, donc depuis tout à l'heure, pourquoi un tel changement, on va dire, de paradigme pour Donald Trump, lui qui était America First, lui qui était Make America Great Again, lui qui annonçait qu'il ne ferait plus d'intervention et même qu'il allait arrêter les guerres. Bon, donc on avait cette vision des choses de dire ce sont les Israéliens qui avaient leurs intérêts à eux et qui ont poussé Donald Trump, même si Donald Trump le nie. Et d'autres versions américaines également, qu'on entend beaucoup, c'est de se dire
Donald Trump est dans les dossiers Epstein, et c'est une façon, de penser à autre chose, peut-être je sais pas, d'annuler ces publications. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je dirais que pour moi, il y a deux aspects, si vous voulez. Un aspect que vous venez de citer, effectivement, c'est de dire, est-ce que Trump n'a pas essayé, à travers ça, de faire oublier l'affaire Epstein? Honnêtement, j'en suis pas sûr, parce que l'affaire Epstein, maintenant, telle qu'elle est aujourd'hui, comme elle touche tout le monde, il peut pas être plus touché que les autres. Si vous voulez, entre Trump et Clinton, Oui. face à Epstein, il y a pas de problème, hein. L'un et l'autre se valent. Donc je pense qu'il y a une solidarité qui fait que bon, les choses sont en train de se calmer pour eux, hein, pas pour d'autres, mais pour eux. Je pense que l'affaire Epstein, maintenant, on va la voir déboucher avec les journalistes d'investigation sur l'Europe et sur la France en particulier, parce qu'il ne faut pas oublier que le protagoniste Jean-Luc principal, il Brunel. avait un appartement à Villefoche, hein, et il y vivait 6 mois par an. Oui, Epstein. Donc, ça veut dire qu'il se passait beaucoup de choses à Paris et Oui. qu'il va bien falloir qu'un jour on mette le nez là-dedans. Oui, et il y avait des plaintes qui avaient été déposées, notamment Exactement. portées par l'association Innocence en danger, avec notamment 10 filles victimes, et tout avait été mis sous le tapis. Exactement. Donc il va bien falloir que la justice et le pouvoir, hein, ouvrent un peu les dossiers, fassent comme aux États-Unis. Mais il y a une deuxième question, si vous voulez. C'est deuxième question qui est là, je dirais, qui est carrément complotiste peut-être, mais qui pour moi, pour un ancien du renseignement, ça m'interpelle. Oui. Je me dis, on sait très bien que M. Epstein ou Epstein, peu importe comment on l'appelle, il était au minimum un honorable correspondant du Mossad, pour ne pas dire un agent du Mossad. Mm. Bon. Et on sait très bien qu'il récupérait des documents et des choses compromettants qui permettaient de tenir les gens. Oui. Est-ce qu'Israël tient Trump? Est-ce qu'au lieu de parler des Russes qui tiendraient Trump, Oui. est-ce que c'est pas Israël qui tiendrait Trump? Oui. C'est la question que je pose aussi. Ça, c'est une vraie question. Parce que ça expliquerait à ce moment-là comment il peut être amené à faire des choses qui sont contraires à toute sa campagne d'élection où il disait qu'il allait faire la paix partout. Donc pour vous, c'est une vraie piste à suivre ou à envisager? C'est une question. Moi, je dis pas que c'est là. Je dis attention, ça a des relents complotistes. Je suis très C'est pas du prudent complot. là-dessus. Oui, mais bon, là. Je suis très prudent là-dessus. Mais je crois qu'il va falloir aussi qu'on se pose cette question-là. Évidemment. Oui, bon, vous savez, le dossier Epstein, c'était du complotisme il y a peu de temps, hein, donc bon, maintenant, voilà, il faut assumer de plonger malheureusement le nez dans ces horreurs. Merci beaucoup Alain Juillet pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes fondateur de la chaîne YouTube Open Box TV, vous êtes également l'ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE. C'était donc particulièrement intéressant de vous entendre sur tous ces sujets.